y a-t-il des questions des uns ou des autres, ici ou loin, concernant cette première partie et cette première présentation? Monsieur, si vous voulez bien vous présenter dans la mesure du possible. D'abord, je suis très heureux d'avoir retrouvé mon cher ami Pierre Conessa après 40 ans. Voilà. Mahmoud Razali, iranien et persan. Moi, j'ai plus de cheveux blancs que toi. Voilà. On en parlera ensemble. Je suis très heureux grâce à notre cher ami, le docteur Rasmin également, qui a favorisé ces retrouvailles très heureuses. Voilà. Et donc, je m'adresse à mon cher ami Pierre Conessa. Je veux dire, suite à l'intensification des bombardements russes sur l'Ukraine et l'annexion par Poutine de 4 territoires ukrainiens à la Russie, on a pu sentir une préoccupation intense dans les hautes sphères internationales. Un soir, j'ai vu et entendu le président Macron à la télévision qui a dit à peu près ceci: serions-nous désormais capables de protéger militairement nos frontières? C'est très angoissant, ça. Et qu'est-ce qu'il y a au juste derrière cette phrase? Poutine aura-t-il un jour la velléité de trouver quelques prétextes pour attaquer un pays européen sous quelques prétextes que ce soit? Il y a une deuxième question qui pourrait être en quelque sorte liée à la première. Tout récemment, l'Ukraine est parvenue à bombarder et détruire par des drones de fabrication soviétique. Même s'il s'agit des drones de fabrication soviétique, Poutine irait-il jusqu'à soupçonner que l'Occident, haï par lui, en d'autres termes, ou l'OTAN a avoir aidé pour cette réussite, disons. Voilà. Merci bien. Mais je ne suis pas certaine d'avoir bien compris ce que votre question. Deuxième ou première? Mais c'est-à-dire, vous décrivez ce qui a été dit, mais quelle est la question? Moi, j'aimerais bien avoir derrière la phrase du président Macron, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Serions-nous capables de protéger militairement? C'est angoissant, mais j'aimerais bien que... Oui, mais c'est une gestion, vous savez, de l'impuissance. Vous arriviez à développer. La forme de la guerre en Ukraine pose une question importante de basculement stratégique. C'est-à-dire, quand l'URSS disparaît, la thématique, c'est il faut engranger les dividendes de la paix. Engranger les dividendes de la paix, ça voulait dire on peut réduire les forces, on va professionnaliser, puisque maintenant, si on aura à faire face qu'à des conflits de haute intensité, donc avec une armée professionnelle, une supériorité technologique, etc. Bon. Et effectivement, on s'aperçoit maintenant que, dans le cas particulier de la guerre en Ukraine, on fournit du matériel, mais que nos stocks sont tellement bas. D'abord, on fournit du matériel qui est surutilisé par les Ukrainiens. Le canon César, par exemple, dont on a fourni pratiquement les 2/3 de nos capacités, est un canon qui est précis, donc il est censé pour être moins utilisé. Or, les Ukrainiens l'utilisent comme un canon de champ de bataille. Et donc, il faut l'entretenir. Mais pour l'entretenir, il faut envoyer des gens qui l'entrepôt en Ukraine, qui vont se mettre à la frontière. Mais en même temps, la disponibilité des matériels ne correspond pas à ce type de conflit. Donc, on est tous face à cette question que pose le président Macron. Mais si on en bascule dans un conflit de haute intensité, est-ce qu'on a encore les moyens d'y faire face? Donc, la réponse est non. Il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Poutine ne menace pas la France, non, mais contrairement à ce qu'on peut vous raconter. Mettez votre micro. Mettez votre micro. Je dis oui, de toute façon, il n'y a aucune raison de s'en inquiéter. Poutine ne menace pas la France, d'ailleurs aucun autre pays, contrairement à ce qu'on vous raconte à longueur de journée sur les médias de grand chemin. Non, mais c'est pas la posture d'un chef d'État n'est pas de se dire la menace est là et elle va arriver, c'est de dire quel genre de scénario de conflit pourrait-on avoir à? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est tout à fait autre chose.
Donc, après 91, on a pensé que, si vous voulez, les forces de projection pour régler les conflits un peu partout sur la planète étaient la mission principale. Bon, on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et surtout, on s'est rendu compte après 91 que toutes les interventions militaires, qu'elles soient américaines ou occidentales, encore une fois en interposition, mais dans lequel il n'y avait pas d'enjeu stratégique, se sont toutes terminées par des défaites, on s'en est retiré. Donc quand vous êtes un homme d'État, vous vous interrogez là-dessus, vous êtes à droite, vous vous interrogez sur la posture stratégique, sur la nature des moyens, sur comment dire. Donc c'est pas un débat qui est spécifique à la Russie, c'est un débat qui est plus général sur qu'est-ce qu'un pays de la taille de la France doit, de quoi un pays comme la taille de la France dans le contexte européen doit s'équiper pour essayer d'envisager le plus de scénarios possibles, mais ça va pas, c'est pas spécialement sur la Russie. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je suis d'accord avec Pierre Canessa. Simplement, je ne pense pas que les médias soient le lieu pour se poser ce genre de questions, sauf si on veut juste entretenir une espèce d'angoisse, une espèce de crainte et justifier un certain nombre de décisions qu'on devrait effectivement se poser en termes d'efficacité, de moyens ou de posture. Mais ça, il faudrait se les poser, j'allais dire, un peu en amont et prendre peut-être d'autres décisions quand on est chef d'État. Parce qu'après, on se retrouve effectivement face aux limites évidentes de nos moyens, comment dirais-je, aux contradictions de nos ambitions, et je ne parlerai pas dans le même temps, mais en tout cas, on en est réduit à finalement être totalement à la fois inutile et à se mettre en danger. Voilà. Donc je ne vois pas très bien ce qu'on peut apporter en termes de stabilité à un conflit tel que celui-là. Oui, mais si tu veux, il se passe un phénomène qu'il faut comprendre de l'intérieur. 91, la menace principale, le paradigme stratégique sur lequel on avait tous raisonné pendant 50 ans disparaît. Il n'y a plus d'ennemis. Bon, alors, quand vous êtes dans les affaires stratégiques et qu'il n'y a plus d'ennemis, vous avez un problème. Soit vous débauchez, soit vous en inventez. C'est ce qu'ont fait les Américains. Ils ont inventé le clash des civilisations, la fin de l'histoire, etc. Bon. Je vous signale que Fukuyama était favorable à l'intervention en Irak. Donc le même qui était sur la fin de l'histoire, il a repris l'histoire en cours de route. Donc ça, c'est une mécanique dont il faut comprendre la sociologie. C'est-à-dire que vous êtes là pour réfléchir, donc qu'est-ce que vous faites? Vous en inventez, jusqu'au moment où on arrive sur le 11 septembre. Le 11 septembre, tout à coup, on se rend compte que celui qu'on croyait être l'allié, Ben Laden, qu'on connaissait, etc., fait une formidable avancée stratégique puisqu'il va porter la guerre sur le territoire américain. C'était le dernier endroit auquel tous les stratèges américains s'attendaient. Donc j'insiste un peu sur la sociologie de cette réflexion. Et quand vous avez un choc comme celui-là, c'est-à-dire dans un pays qui n'a jamais connu la guerre, je ne parle pas de la guerre de sécession, les derniers anciens combattants, ils morent en 55, mais de se dire tout à coup on est attaqué chez soi, vous avez un traumatisme culturel qui est tel que c'est comme ça que sont apparus les psys sur les plateaux télé. Parce que c'est ceux-là qui ont expliqué aux Américains que ce n'était pas de leur faute. Sinon vous êtes obligé de vous interroger en vous disant mais pourquoi nous ? Si vous dites pourquoi nous, ça veut dire qu'il faut que vous cherchiez quelle est votre responsabilité qui a provoqué cette attaque. Et si vous avez des gens qui vous disent non, non, vous inquiétez pas, c'est pas vous, vous êtes gentil, vous êtes bon, mais par contre, l'autre est fou, phénomène qu'on constate avec Poutine aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez plein de gens qui diagnostiquent Poutine tous les jours au plateau télé en disant mais il est schizo, il est parano, non, non, je vous rassure qu'il a ci, il a ça, sans jamais l'avoir rencontré, oui, le cancer, sans jamais l'avoir rencontré. Or, Freud a toujours dit qu'on ne pouvait pas diagnostiquer un type qu'on n'avait jamais rencontré. Mais ça fait rien, l'appel médiatique structure, si vous voulez, le débat stratégique, et il ne se passe plus dans les cercles de pouvoir, il se passe sur le plateau télé. Donc, la question est d'autant plus utile, mais en même temps, le discours de Macron, c'est d'évaluer un champ d'hypothèses large. Et comme un programme d'armement, c'est de 30 ans, entre le début où on commence à le concevoir, le début où on le met en fabrication et le moment où on le retire, parfois plus de 40 ans, vous voyez à peu près le délai de la réflexion politique par rapport à l'immédiateté médiatique. Oui, merci madame. Moi, je m'appelle Marc-Henri Figuier, j'étais officier, j'étais directeur de capacité à l'état-major des armées quand Pierre Conessa était, je crois, au cabinet du ministre. Je faisais partie du groupe de planification interarmée. Mais je ne voudrais pas revenir sur ces problèmes de capacité de la France à faire face à la menace. Sur la Russie, aujourd'hui, il faut, à mon sens, plutôt pour les Français, regarder vers l'Afrique que regarder vers la Roumanie. Je ne pense pas qu'il y ait effectivement une menace majeure sur le territoire de l'OTAN. En revanche, l'affaire africaine, nos affaires africaines doivent prendre en compte effectivement cette influence russe grandissante en Centrafrique, au Mali. Mais je voudrais pas. Je suis également conseiller international du président des industries de défense terrestre et de sécurité.
Donc je m'intéresse beaucoup actuellement à ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans les industries françaises pour faire face à l'Ukraine et aussi pour préparer la prochaine loi de programmation. Mais ce n'est encore pas le sujet dans lequel je mets. Je vais revenir à notre sujet initial. Aujourd'hui, je m'occupe d'enfants dans les banlieues et je constate, je défends l'idée que un des premiers critères stratégiques de force, c'est le social, c'est la cohésion nationale. Et qu'aujourd'hui, plus que le nombre de chars, la cohésion nationale est un critère fondamental de notre capacité à faire face à n'importe quel danger dans l'avenir. Et s'agissant des Russes, j'ai travaillé beaucoup en Chine aussi, il y a 56 nationalités en Chine. Le problème de la cohésion nationale chinoise est un problème extrêmement difficile. Et voyant toute cette diaspora russe au contour de l'empire russe et actuel ou passé, je me demande quel est le facteur, et c'est intéressant puisqu'il y a un monsieur d'origine russe ici, qui maintient la cohésion nationale russe. Si demain, malheureusement, hein, mais la Russie avait à faire face à un danger, à un problème de sécurité majeur, qu'est-ce qui serait aujourd'hui le ciment fondamental entre ces Russes blancs, ces Russes asiatiques, cette partie de l'Ukraine ou de la Russie occidentale, des Sibériens, des 80, je crois, vous avez cité 80 et quelques nationalités différentes ou ethnies différentes. Qu'est-ce qui fait le fondement de la cohésion nationale russe? Je vais peut-être répondre en premier. Peut-être, M. Koshko pourrait le faire. C'est quand même lui le plus riche d'entre nous. Allez-y. Oui. Si vous voulez bien, moi je vais y répondre un peu lors de mon intervention à cet aspect des choses. Mais y répondre, c'est bien ambitieux de ma part de le dire. Parce que c'est pas du tout si évident que ça qu'il y ait une véritable cohésion entre les différents Russes, Rossiani justement, c'est-à-dire les autres nationalités qui sont dans l'Empire russe, il y a plusieurs éléments d'unité, et il y a plusieurs éléments aussi de désunité, et il y a aussi un universalisme qui peut gêner à l'unité nationale. Alors, là, il y a des réflexes, mais si vous voulez bien, j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce que je peux, à propos de l'intervention de Macron, bien sûr, je suis d'accord avec vous, bien sûr qu'un chef d'État doit dire aussi qu'est-ce qu'il en est de la défense. Il pourrait s'intéresser notamment à nos acquis aériens et ne pas les donner aux Allemands, par exemple, et aux Américains. Mais enfin bon, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Mais il y a eu une autre déclaration qui est assez intéressante, moi je trouve, c'est sur le fait qu'il va bien falloir négocier en tenant compte de la sécurité de la Russie. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois que quelqu'un le disait à ce niveau-là parmi les européistes et l'Union européenne, disons. Donc c'est intéressant que ça ait été dit. Maintenant, malheureusement, ce sont des paroles verbales. Parce que d'abord, ça a été dit juste après la visite chez Biden. On a essayé de le convaincre que finalement on était encore mieux que les Allemands, ce dont Biden n'a pas forcément été convaincu tout de suite. Et puis, deuxièmement, c'est très dommage de ne le dire que maintenant, parce qu'il a raison de dire ça, qu'il fallait effectivement une négociation sur la sécurité, tenant compte de la sécurité européenne. Mais c'est exactement ce qu'ont proposé les Russes en novembre. En novembre 2021, c'est exactement ce qu'ils ont proposé. Et c'est exactement ce à quoi on leur a répondu en janvier. Les Américains ont répondu en consultant l'OTAN vite fait bien fait sur le gaz, en leur disant « Vous n'êtes qu'une pompe à essence, allez vous faire foutre, on n'a pas à parler avec vous ». Ce qui a notamment été une des raisons de l'intervention en février, de l'intervention russe en février, puisque le choix avait été fait de régler la question du Donbass d'une manière militaire à la croate, c'est-à-dire en faisant un nettoyage ethnique. C'est ça qui a motivé l'intervention militaire russe, avec tous les défauts qui relèvent ensuite de l'opération militaire et de ses insuffisances en quelque sorte. D'autre part, poser cette question de la sécurité et de la négociation, qui, à mon avis, mais là c'est subjectif, qui sont effectivement la solution. Si demain les États-Unis disent on est d'accord pour renégocier soyons caricaturaux, un nouveau Yalta en Europe, la guerre elle s'arrête. Hein.
Donc c'est possible. L'ennui, c'est qu'il n'y a que les États-Unis qui peuvent le dire. C'est pas nous. Nous, maintenant, on est hors jeu. On s'est placé hors jeu. Donc ce qu'il dit, c'est bien. Mais malheureusement, il n'a aucun des moyens de l'appliquer. Et en plus, quand il avait les moyens de le faire, c'est-à-dire faire appliquer les accords de Minsk, il ne l'a pas fait. Et les Allemands n'ont pas fait non plus. Même si Merkel, à un moment, a hésité un peu. Et pourquoi on nous raconte, alors en plus, il fait dans sa com des publications de communication téléphonique avec Poutine, ce qui est une erreur diplomatique colossale, ce qui en plus est un mauvais film, avec en plus des petites nénettes qui lui font ouais, bravo, vas-y, tu vas la voir. Mais c'est ridicule à un point. Et en plus, il démontre dans cette communication qu'il n'a même pas lu les accords de Minsk. Puisque les accords de Minsk sont entre le gouvernement de Kiev et les deux entités du Donbass, et non pas avec la Russie. La Russie, elle est au même titre que l'Allemagne, la France, une observatrice pour faire appliquer les accords de Minsk. Ce que et le régime de Kiev, sur instance américaine, a toujours refusé de faire. Donc vous voyez, maintenant, faire des déclarations qui sont, encore une fois, à mon avis, bien, mais qui ne sont malheureusement plus que des paroles verbales aujourd'hui, et qui ne dépendent plus de nous, parce qu'on s'est disqualifié. Je n'ai pas terminé la phrase du président Macron en disant que est-ce que nous serions capables de protéger nos frontières. Il a ajouté « je ne suis pas certain ». Je vais faire tout court. Merci présidente. Et je me présente, c'est M. Nejat, chercheur à la Sorbonne et iranien. Donc, merci pour les intervenants, c'était très intéressant. Et on apprend beaucoup. Et je vais faire tout court une petite question, la suite des questions de notre ami ici, sur les matériels de la guerre. Et surtout à Pierre Conscient de me répondre. Et sur le matériel de guerre, vous avez prononcé que la Russie ne peut pas gagner. Moi, je suis pour certain, officiellement, jusque-là, elle n'est pas perdue encore, officiellement. Donc, effectivement, comme un Iranien, pour moi, c'est très intéressant de savoir, intervenant avec drones iraniens fabriqués en Iran, en Russie, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que je peux oser de dire c'est une intervention illégale des États iraniens, ou bien non, je me trompe, c'est fabriqué en Iran, c'est pas une intervention iranienne. Moi, j'aimerais savoir votre avis sur cette question-là. Merci. Sur les drones iraniens. Excellente qualité, pas cher. Vous faites bien de poser cette question parce que quand je repense au conflit arméno-azerbaïdjanais, ou azéri-arménien, peu importe, vous apercevez que toutes ces crises, même périphériques à l'URSS, sont totalement incompréhensibles. Pourquoi? Bon, d'abord parce qu'effectivement, le Haut-Karabakh, c'est la région historique, mais si on recommence à refaire l'histoire au XVIIIe siècle, je peux vous dire qu'on n'en a pas terminé avec le redécoupage. Donc il reste une question de fond, c'est est-ce qu'un État peut déclencher une guerre simplement parce qu'il revendique un territoire extérieur? La guerre de 92, c'est les Arméniens qui l'ont déclenchée. Alors, pour que ça rende beaucoup plus simple, effectivement, les Azerbaïdjanais, on a dit ça, c'est les Arméniens, la plus vieille nation chrétienne du monde, et contre les Azerbaïdjanais qui sont musulmans. Bon. Le problème, c'est que l'Iran va aider les Arméniens. Bon, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Après, vous avez les Russes qui essayaient un peu d'arrêter tout le monde. Mais vous vous rendez bien compte que de toute façon, vous êtes sur des crises qui ont leur logique propre aujourd'hui, et que ce n'est pas la décision qui se prenne à Washington ou à Paris qui peuvent résoudre ces crises, parce qu'en comptant, on ne va pas risquer des militaires dans des crises aussi compliquées que celle-là. On l'a fait une fois en Yougoslavie, on a perdu 70 types. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que pourquoi ces types sont-ils morts? Parce qu'on était convaincus que de toute façon, la seule apparition de soldats français et anglais avec des casques bleus allait calmer tout le monde. Non, il y a des crises qui ont leur logique, il y a des gens qui ont des raisons de se battre. C'est très pessimiste ce que je vous dis. Parce que finalement, vous vous rendez compte que sur le conflit azéro-arménien, aujourd'hui, vous avez justement une diaspora arménienne organisée en France,
qui est très ancienne, très bien intégrée, etc. etc. Donc on prend en fait les causes pour l'Arménie. Mais l'Arménie est un État qui se vide, parce qu'ils se sont tenus à l'écart, notamment du tracé du pipe, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de rentrée, le pays est complètement enclavé, et que les Arméniens quittent l'Arménie pour venir chercher du boulot aux États-Unis, en Canada et en France. Donc vous dites, mais attendez, pardon? Oui, d'accord, mais, non, mais c'est pour dire combien, si vous voulez, entre la projection qu'on en fait ici, le descriptif, si vous voulez, de la crise, hein? C'est important pour la position de la Russie, il y a 2,5 millions d'Arméniens. Ah non, mais je ne vous dis pas le contraire. Non, 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 moi ce que je vous dis, c'est comment ça se décide ici. C'est ça que... Il y a un acteur des crises internationales aujourd'hui, vous avez eu raison de le souligner, ce sont les diasporas. Les diasporas pèsent sur le pays d'accueil, parfois avec une organisation, une puissance. Bon, l'AIPAC américaine est effectivement extrêmement puissante. Et donc ça vous dicte des prises de position qui n'ont plus rien à voir avec la nature de la crise sur place. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur le fait de l'Iran, vous voyez bien que l'Iran se retrouve du côté de l'Arménie. Et pourquoi? Parce qu'elle pense que si l'Azerbaïdjan lance une espèce de grand nationalisme azéri, vous avez un tiers des Iraniens qui sont azéris. Bon, alors là, je veux dire, on aura l'occasion de se revoir, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que, encore une fois, c'est l'analyse de la base qui doit conditionner la politique, et ce n'est pas l'analyse ici. Dernière remarque, j'arrête là-dessus. Quand l'URSS disparaît, l'homme politique qui doit décider sur une crise, il ne s'interroge aujourd'hui que sur une seule question, c'est si j'envoie des militaires français, est-ce que je gagne les prochaines législatives ou les municipales? C'est tout. C'est pas la nature de la crise. Ils s'en foutent, ils n'écoutent pas. Moi j'ai assisté à des décisions où c'était absolument atterrant de penser qu'il y avait une seule personne qui connaissait le pays, et c'était sur le Rwanda, une seule personne qui connaissait le pays, tous les autres c'était des chefs, dont je faisais partie, qui n'y connaissaient strictement rien. Et on a décidé l'intervention turquoise, et à un moment le type a dit, excusez-moi, si on se met dans cette région, il n'y a plus de Tutsis, ils ont tous été massacrés. Le silence qui tout à coup s'est installé dans la salle, vous devrez amener à beaucoup de modestie. Encore une fois, partir de la base pour se demander ce qu'on peut et ce qu'on doit faire. Et ce que vous dites sur le... Enfin, je prends l'exemple de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, parce qu'encore une fois, vous dites, mais attendez, on défend les Arméniens aux côtés des Iraniens. Non, attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut tout recommencer depuis le début. Vous voyez? Donc, partir de la base, comprendre la logique de la crise et ensuite décider ce qu'on peut, ce qu'on doit, ou ce qu'on est capable de faire, c'est une modestie que à laquelle l'ENA ne prépare pas.